Vous suivez les programmes de Média, merci de nous rester fidèles. On ne cessera jamais de parler des accidents routiers en Afrique. Cette situation préoccupe les populations ainsi que le pouvoir public. On estime à 1,25 million le nombre de personnes victimes d'accidents de la circulation chaque année dans le monde et plus de 90% de ces accidents surviennent dans des pays à faible revenu, dans beaucoup de pays africains selon l'Organisation mondiale de la santé. Et qui dit accident dit aussi dommages et intérêts. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des accidents routiers en Afrique? Quelles solutions pour y faire face? Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Deux invités sur ce plateau, nous recevons M. Cherou Gaye Oumar. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et nous avons avec nous M. Mamadou Fall, vous êtes enseignant, chercheur en droit des transports. Merci également à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, je disais tout à l'heure, nous allons parler justement des accidents routiers. On a beaucoup épilogué ces derniers temps sur les accidents routiers en Afrique. Justement, plusieurs raisons seraient à l'origine. Monsieur Gaye, que diriez-vous de ces accidents récurrents en Afrique ? D'abord, dire que c'est un phénomène mondial, c'est un fléau mondial. Ça ne se limite pas seulement en Afrique, même si l'Afrique a une part en tout cas très importante, la part la plus importante, c'est ces accidents mortels. Et paradoxalement, le taux de motorisation de l'Afrique est très faible. Ça interpelle, c'est vrai, donc lors de la réunion de haut niveau de l'Organisation des Nations Unies, consacré à la sécurité routière donc, au mois de juin dernier donc, à New York. Tous les pays du monde, et en l'occurrence les pays africains, se sont encore engagés pour réduire de 50% les tués et les blessés graves sur nos routes à l'horizon de 2030. Le plus souvent, c'est le facteur humain qui est incriminé. Parce que nous avons 3 causes d'accident. Effectivement, il y a l'infrastructure routière, naturellement. Il y a effectivement le véhicule qui roule sur ces infrastructures routières, mais il y a le comportement humain, le non-respect des dispositions du code de la route. Et c'est là où le bas blesse. 93% des causes d'accident, c'est le facteur humain qui est incriminé. Et quand on sait que c'est l'indiscipline et le non-respect des dispositions du code de la route qui sont indexés, cela interpelle. Si effectivement les États, nos États africains, ne mettent pas un bon dispositif de contrôle-sanction, d'abord, parce qu'il faut contrôler et sanctionner, et que cette sanction se fasse sans faiblesse. On va parler des sanctions tout à l'heure. Vous avez parlé de l'indiscipline. Effectivement, certains transporteurs et chauffeurs ne prennent pas leurs responsabilités. Ces derniers disent surtout que ce n'est pas de leur faute. Et ils indexent plutôt ce qu'on appelle l'étroitesse et le mauvais état des routes. Selon vous, Monsieur Fall, cela justifie-t-il ces accidents? C'est une partie. Parce que vous savez, un accident qui est survenu, il faudra voir les causes. Et il y a des causes matérielles liées au mauvais état des routes, mais aussi il y a des causes, comment dirais-je, physiques liées au comportement des chauffeurs et des transporteurs. Donc il faudra situer les responsabilités, faire une expertise et vraiment orienter vraiment l'issue ou l'origine de l'accident. Et il y a des comportements qui restent à désirer en Afrique. Les chauffeurs ne respectent pas le timing, ne respectent pas les horaires, ne respectent pas le code de la route. Les chauffeurs font du n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle les accidents sont récurrents en Afrique, parce qu'il faut qu'on change de comportement. Il faut un nouveau type africain pour qu'on puisse développer l'Afrique via les transports. Vous l'avez dit également, à l'entame de mes propos, je parlais de plus de 90% de ces accidents surviennent dans des pays à faible revenu, dans beaucoup de pays africains. Et récemment, à Yamoussoukro, 14 personnes ont perdu la vie, 71 ont été blessées. Au Sénégal, une quarantaine de personnes, vous m'avez dit avant cette émission, 39 exactement, de personnes qui sont mortes à Kaffrine, à plus de 250 km au sud-est de Dakar. Alors, je voudrais vous poser la question, pourquoi autant d'accidents en Afrique? D'abord, nous permettre aussi de présenter nos condoléances pour vraiment tous ces événements tragiques, surtout ce qui s'est passé au Sénégal, qui a en tout cas poussé le chef de l'État à décréter vraiment un deuil national de 3 jours.
Donc nous prions le repos de l'âme de tout ce qui est, de toutes ces personnes qui sont en tout cas décédées sur ces accidents-là. Pourquoi ces accidents-là? C'est le non-respect du code de la route. Vous avez parlé tout à l'heure des facteurs infrastructurels. Nos États ont fait d'énormes efforts ces dernières années, effectivement, sur le rattrapage sur le plan des infrastructures. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui permettent effectivement de rattraper et de sécuriser et aux normes internationales ces différentes infrastructures-là. Le code de la route apprend aux usagers le comportement à avoir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel type de route, dans n'importe quel, sur le plan, on va dire, environnemental, géographique, climatique, voilà. Dans n'importe quelle situation, l'usager qui a bien appris les dispositions du code de la route et qui a décidé d'appliquer ces dispositions du code de la route peut effectivement se donner des chances pour réussir, parce que l'accidentologie, donc l'accident ne peut pas être évité. N'oublions pas que c'est un événement soudain et imprévisible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'il change de comportement? Vous l'avez dit, M. Fall également l'a souligné, il faut un changement de comportement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque quelque part, il a parlé de l'excès de vitesse et il y a beaucoup de raisons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut contrôler et sanctionner. On a sensibilisé, on ne cesse de sensibiliser, on a éduqué. Les pays européens, ou bien les pays en tout cas qui ont réussi, qui ont eu des résultats appréciables sur le plan de la lutte contre l'insécurité routière, ils ont réussi à mettre en place un système de vidéo-verbalisation, un système de radar, un système de surveillance. En France, lorsque donc l'ancien président français avait développé ce phénomène de mise en place de radar, ça a permis de réduire à des proportions très grandes, en tout cas, le taux d'accidents sur nos routes. Au Maroc, j'en parle, c'est le lieu de faire un clin d'œil à mon ami et frère Ben Nasser de l'Agence nationale de la sécurité du Maroc, oui, effectivement, qui a eu vraiment l'amabilité de nous recevoir et en termes de benchmarking. Au Maroc, on a bien appris. Et le Maroc l'a bien compris, effectivement, ils ont mis en place ce système de vidéo-verbalisation, ce système de contrôle-sanction. Et ça a permis, j'avais assisté effectivement, lorsque donc, mon collègue du Maroc donnait ses statistiques à son ministre pour dire que depuis l'instauration de la vidéo-verbalisation au Maroc, nous avons eu au moins 43% de réduction du nombre d'accidents. Donc c'est une solution. Donc ces pays-là ne sont pas plus disciplinés que nous. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont un bon système de contrôle et quand il y a une sanction, cette sanction-là va tomber sans faiblesse et sans vraiment exclusion. On a parlé des usagers. Monsieur Fall, ne pensez-vous pas que les pouvoirs publics ont une part de responsabilité quelque part? Pour le cas du Sénégal, on va y revenir. Oui, de façon générale en Afrique. Oui, DG M. Gaye l'a dit, il faut sanctionner, on est dans un état de droit. En Afrique, les Africains ou bien les États africains se réclament être un état de droit. Il faudra vraiment sanctionner les mauvais comportements. L'État est souverain et il faudra des règles idoines à ce fléau-là, et il faudra vraiment qu'on respecte le droit des transports, il faut qu'on réglemente les transports, mais il faut aussi éviter tout ce qu'on appelle les actes de complaisance, il faut éviter l'impunité, il faut clairement sanctionner. Oui, Monsieur Gaye, vous avez participé justement à ce conseil interministériel. Après cette tragédie accidentelle, il y a eu un conseil interministériel, vous y avez participé. Dites-nous, qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre? Oui, tout à fait. J'ai participé activement à cette rencontre de conseil interministériel. J'ai eu l'avantage moi-même de faire la présentation du diagnostic, de l'accidentologie et les propositions de recommandations et de solutions. C'est une batterie. Et c'est sur la base de ces recommandations qui a campé le débat et qui a servi vraiment les discussions avec tous les acteurs. En tout cas, ça a été un moment vraiment de dialogue inclusif avec tous les acteurs, tous segments confondus. Alors, ce qui est ressorti, c'est effectivement de voir pour chaque constat quelle est la solution à apporter. Par exemple, le transport de nuit. On a vu que l'essentiel des accidents, 80% des accidents mortels au Sénégal, se produisent la nuit, entre 23h et 5h du matin. Et que pour ces accidents-là, 83% des véhicules qui sont impliqués, c'est des véhicules de transport public, de passagers comme de marchandises. On s'est dit, ça fait sens de prendre une mesure allant dans le sens de réguler ces erreurs de circulation de ces véhicules-là. C'est pourquoi on a pris un texte réglementaire pour interdire la circulation des véhicules de transport public de passagers
de 23h à 5h du matin. Ça, c'est une mesure. L'autre mesure, on a constaté aussi que l'âge du parc donc, de véhicules de transport public, de voyageurs comme de marchandises, est en moins de 30 ans. Donc il y a une vétusté vraiment. Il faut le renouveler. Il faut le renouveler. Oui. Il faut le renouveler. Donc c'est pourquoi on a fixé l'âge d'exploitation des véhicules de transport. C'est la première fois. Même en Afrique, voilà, je fais partie du groupe d'experts sur donc le schéma harmonisé donc de la sécurité routière dans les pays de l'UEMOA et même dans les pays de la CEDEAO. Donc on est en train d'harmoniser, et même au niveau africain avec l'Observatoire africain de la sécurité routière que notre ami Ben Nasser du Maroc dirige en ce moment. Donc c'est effectivement de devoir comment jouer sur ce facteur-là, donc pour pouvoir dire comment réglementer pour fixer l'âge d'exploitation de ces véhicules-là. On a fixé l'âge d'importation des véhicules usagés à 5 ans, à 8 ans et à 10 ans au Sénégal. C'est insensé de vouloir contraindre ces véhicules-là pour qu'ils ne viennent pas et laisser des véhicules qui s'exploitent jusqu'à 30 ans. Ça fait un non-sens. C'est pourquoi on a dit, pour les véhicules de transport public de passagers au Sénégal, l'âge maximum d'exploitation, c'est 10 ans. Pour les véhicules de transport de marchandises, l'âge maximum d'exploitation, et parmi les 23, je rappelle qu'il y a eu 23 nouvelles mesures adoptées par les autorités sénégalaises. Il y a également, on a parlé également du pneu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah oui, pour les pneus, on voit que la quasi-totalité, ou bien l'essentiel des véhicules qui sont utilisés ici au Sénégal, par les véhicules de transport public en général, et même les particuliers, c'est des pneus usagés importés d'occasion. D'accord. Alors, on s'est dit, il y a beaucoup de phénomènes d'éclatement de pneus, et même les conditions d'utilisation des pneus climatiques, on va dire, des pneus d'été, des pneus d'hiver, des pneus, tout ça, en Europe, les gens n'ont pas ces mêmes considérations ici. On fourgue ces pneus-là, ça vient avec le frottement, avec les conditions climatiques, et même les surcharges de bagages. Ça, inévitablement, ça peut créer effectivement des éclatements de pneus. C'est pourquoi on a interdit effectivement dans les mesures-là l'importation des pneus usagés d'occasion. Alors, Monsieur Fall, certainement vous avez une idée sur les 23 nouvelles mesures adoptées par les autorités sénégalaises. Je dirais que ce n'est pas une première pour le gouvernement sénégalais de prendre des mesures. Le problème, c'est sur l'effectivité de ces lois. Vous êtes en train de sourire justement. Qu'est-ce que vous pensez de ces 23 nouvelles mesures? Je salue l'effort du gouvernement, plus particulièrement le président de la République qui a jugé nécessaire de convoquer via le Premier ministre un conseil interministériel. Donc ça vient à son heure parce que le transport au Sénégal, ou bien les transports au Sénégal, vraiment c'est un moyen ou bien un mode qu'il faudra vraiment revoir. Et je salue ces 23 mesures-là qui viennent à leur heure, qui viennent au bon moment. Et je pense qu'il faudra bien qu'on applique ces règles-là. Il faudra que la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées puissent vraiment aider à appliquer ces règles-là. Parce que ces règles-là vont permettre vraiment de soulager les populations qui sont hantées par les accidents. Ça permet à l'État aussi vraiment d'atteindre l'émergence via les transports. J'espère que l'État aussi a pris en compte cet aspect d'effectivité des mesures ou encore des lois votées au Sénégal. Monsieur Gaye, vous êtes le président, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de sécurité nationale. Quelle est la mission de l'ANASER ? Alors, la mission, c'est d'abord la gestion et la coordination des activités de sécurité routière au Sénégal. On agit sur les 3 facteurs. L'infrastructure, on nous a confié l'audit de sécurité routière, ça veut dire, avant la construction d'une infrastructure routière, les plans sont audités pour voir est-ce que toute la prise en charge des aspects de sécurité routière sont déjà prévus. Lors donc, de la construction routière aussi, de faire des inspections et lors de la fin des travaux, avant la mise en exploitation d'une route, que des inspections d'audit pour vérifier effectivement que toutes les précautions en matière de prise en charge de sécurité routière a été respectées. Ça, c'est un. Deuxièmement, les points noirs accidentogènes au niveau des infrastructures et la capacitation du réseau routier en termes de signalisation, parce qu'on a constaté dans nos pays africains, il y a beaucoup d'actes d'incivisme
qui tendent à enlever la signalisation, les poteaux pour d'autres fins. Là, c'est notre rôle, ce sera effectivement de faire cet audit et de recapaciter, resignaliser, parce que c'est la signalisation qui parle, c'est le langage donc, de la route. Si ça parle, la route elle est muette, c'est comme ça. Alors, il y a d'autres aspects liés à la formation, à l'éducation routière. Introduire dans le curriculum de l'éducation, donc l'éducation routière, refondre la formation des auto-écoles, parce qu'il y a le passage obligatoire du permis de conduire donc pour ceux qui se prennent à l'auto-école. Donc, insister sur la formation, sur la post-formation. Il y a le statut du chauffeur professionnel qui est mis dans le nouveau code de la route. Il ne suffit plus d'avoir son permis C pour le transport de marchandises ou son permis D pour le transport de personnes pour prétendre être chauffeur professionnel. Il y a une formation complémentaire à faire. Donc notre rôle, ce sera aussi donc d'appuyer la post-accidentologie, la prise en charge médicale des accidentés, avec la capacitation des services d'accueil d'urgence, la capacitation des sapeurs-pompiers, donc, et la grande gestion de la base de données des transports. Parce que l'information sur les statistiques des transports, vous avez parlé tout à l'heure des statistiques du nombre de morts. En général, nos pays africains, et on l'a compris, c'est pourquoi on a mis en place l'Observatoire africain de la sécurité routière. D'accord. On s'est accordé sur le plan mondial, parce qu'à chaque fois que l'Organisation mondiale de la santé sort ces statistiques, vous en avez parlé, c'est des contestations au niveau des pays. Alors ce que vous dites est très intéressant. J'aimerais bien vous écouter davantage. Seulement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est vraiment, nous voulons des solutions pour lutter contre les accidents routiers sur le continent. Monsieur Fall, quelles sont les solutions aujourd'hui qui peuvent permettre les Africains à faire face justement à cette problématique? Parmi les solutions, je pourrais me référer des solutions proposées par l'État du Sénégal pour essayer de pallier à ça. Il faudra non seulement des permis à points, et je pense qu'au Sénégal, les permis à points vont démarrer en 2025. J'ai proposé à l'État du Sénégal pour qu'il puisse revoir cette date-là et l'appliquer dès février 2023, parce que nous en avons besoin. À part ça, il faudra vraiment des codes des transports dans tous les États. Le Sénégal a un code de la route, mais je pense qu'il faudra réunifier le code de la route, ou bien réunifier les règles de transport en mettant en place vraiment un code des transports qui va prendre en charge tout ce qui est réglementation. Et il faudra aussi prévoir des radars de surveillance, des radars qui vont vraiment détecter tout excès de vitesse, tout comportement douteux, et je pense que c'est bel et bien possible. Il faudra vraiment numériser les activités de transport via les GPS, via les radars, effectivement, qui sera une collaboration entre la police, la gendarmerie et les acteurs du transport. D'accord, mais on trouve que la responsabilité est partagée, que ce soit les usagers, les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'il faut dire là? Qu'est-ce qu'il faut retenir justement pour responsabiliser tout le monde? Non, ce qu'il faut retenir, c'est un engagement de tous. Ce qu'il faut retenir, c'est une forte volonté politique, d'abord. Ensuite, une responsabilité individuelle, parce que c'est l'individu qui conduit son véhicule d'abord. Le premier responsable, c'est celui qui conduit. Il faudra que cette personne-là soit capacitée, mais il faudra que cette personne-là soit consciente. Et il faudra maintenant, effectivement, mettre ce dispositif de contrôle-sanction automatisé, et qu'il n'y ait pas de faiblesse, qu'il n'y ait pas de correction, qu'il n'y ait pas vraiment, en tout cas, de contrainte à l'application de la loi. Si on s'embarque dans cette voie-là, on pourra avoir des solutions d'ici l'horizon 2030, parce que c'est l'horizon que toute la communauté internationale s'est fixée pour l'évaluation de cette décennie-là. Alors, chaque année, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. On recense en plus de 20 à 50 millions de blessés, de personnes qui deviennent invalides à la suite de leurs blessures. Quelle est la prise en charge pour ces dernières? De façon générale, c'est vrai qu'on a parlé du Sénégal, mais là, vraiment, ça concerne l'Afrique de façon générale. Effectivement. Vous savez, il y a toujours des séquelles physiques, des séquelles aussi vraiment mentales. Parce que vous savez, subir un accident, c'est vraiment douloureux. Et que j'ai vu qu'en Afrique, les prises en charge restent à désirer. Et les États font des efforts, mais il faudra vraiment trouver des systèmes comme en Europe, c'est-à-dire avoir des mutuelles pour vraiment les victimes d'accidents,
Je pense qu'au Sénégal, l'armée nationale le fait avec Mutuelle des forces armées qui prend en charge tout ce qui est mutilé de guerre, tout ce qui est en tout cas victime d'accidents. Et je pense qu'il faudra redoubler d'efforts, surtout par rapport à la prise en charge. Que ça soit psychologique, que ça soit physique ou moral, il faudra qu'on prenne en charge vraiment ces victimes d'accidents qui vraiment de plus en plus perdent leur vie, qui de plus en plus en tout cas perdent leur boulot et de plus en plus vraiment deviennent vraiment des malades mentaux parce qu'ils ont été mal pris en charge. Monsieur Gaye, vous parlez tout à l'heure du Sénégal. On sait que pendant ces accidents, en premier lieu, on voit les victimes d'accidents, mais j'aimerais également aborder un autre aspect qui concerne les services d'accueil sanitaire et les sapeurs-pompiers. Vous l'avez dit, pour le cas du Sénégal. Et maintenant, en Afrique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, ce qu'il faudrait faire, effectivement, les premiers acteurs à intervenir pour la minute d'or, ce qu'on appelle la minute d'or, c'est vraiment donc, les secours, les premiers secours, c'est les sapeurs-pompiers. Dans beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire, le Maroc et d'autres pays, ils ont réussi à avoir des moyens, on va dire, même des hélicos médicalisés pour sauver, en tout cas par rapport à cette minute d'or, avant que les structures d'accueil interviennent sur ces blessés, sur ces victimes-là. D'abord, c'est investir sur ce domaine-là. Il y a beaucoup de pays africains qui l'ont réussi. Et maintenant, capaciter aussi les services d'accueil d'urgence. On vient, mais il y a beaucoup, en tout cas, les capacités d'accueil, surtout sur les corridors routiers, là où vraiment les accidents se produisent. Donc, capaciter ces services d'accueil-là, en termes de matériel, mais en moyens humains aussi, pour pouvoir intervenir et sauver des vies à ce niveau-là. Et l'Organisation mondiale de la santé parle d'une tranche d'âge de 5 à 29 ans. Pourquoi, justement? Oui, pourquoi? Parce que c'est la population active, c'est la population qui se déplace le plus, c'est cette population qui travaille, c'est cette population qui prend les transports publics, c'est la population jeune. C'est pourquoi on dit qu'il est très rentable d'investir dans la lutte contre l'insécurité routière, parce que ce que nous perdons en termes en tout cas de points de croissance ou de PIB sur nos économies en général, c'est vraiment très considérable. Si vraiment on veut atteindre l'émergence comme les pays en développement, c'est très rentable d'investir dans ce domaine-là parce que c'est la population jeune, c'est la population active qui est touchée à ce niveau. J'aurais terminé cette émission en préparant justement cette émission. Je suis tombée sur l'information qui parlait de la prise en charge universelle des victimes d'accidents avec le Fonds de garantie automobile. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est nous qui avons proposé à l'Agence nationale de sécurité routière. On a proposé, parce qu'on l'a vu en Côte d'Ivoire, c'est le résultat de nos benchmarking, on a vu qu'en Côte d'Ivoire, en fait, le rôle premier du fonds de garantie, c'est de prendre en charge les accidentés pour des délits de fuite ou pour des défauts d'assurance. C'est ça sa mission. Nous, on s'est dit, pourquoi pas faire comme la Côte d'Ivoire, dire, quelle que soit la nature du blessé, s'il se présente dans les structures sanitaires, qu'il soit pris en charge d'abord. Après, on va voir est-ce qu'il est assuré, est-ce que c'est le fonds de garantie qui va prendre en charge, mais déjà qu'il y ait un fonds d'amorce qui permet de prendre en charge d'abord et d'évaluer après. C'est ça la prise en charge universelle. Et là, on est en train de travailler avec le fonds de garantie automobile du Sénégal pour mettre en place ce même système. Et que diriez-vous justement de façon générale pour la prise en charge en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait en tant qu'observateur? Il faudra mettre sur place un système d'assurance qu'on va vraiment exiger pour tous les usagers, pour qu'on puisse vraiment soulager au moins la prise en charge. Parce que l'assurance responsabilité, vraiment l'assurance vie, c'est très important pour tout un chacun. Et que les transporteurs aussi, les véhicules aussi, doivent avoir aussi un contrat d'assurance pour pouvoir vraiment aussi, en tout cas, dédommager, pour pouvoir vraiment prendre en charge tout ce qui est victime des accidents. Et un mot de la fin, Monsieur Fall, par rapport à la part de responsabilité de toutes les parties prenantes. Oui, c'est des responsabilités partagées. Vous savez, en matière de transport, le transporteur a une responsabilité, a une obligation de résultat. Il y a une présomption de responsabilité. Le transporteur est présumé responsable jusqu'à preuve du contraire. Donc, un transporteur, tout à l'heure à la RFM, on m'a demandé est-ce que les propriétaires des chauffeurs de bus par exemple, sont responsables. Ils sont bel et bien responsables parce que c'est la responsabilité du fait du préposé, parce que c'est la responsabilité civile délictuelle du transporteur. Et donc, je pense qu'il faudra vraiment que nous, Sénégalais, que nous puissions vraiment, en tout cas, avoir un bon comportement pour qu'on puisse vraiment développer notre pays via le transport qui représente, la deuxième position dans le PIB sénégalais. Très bien.
Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Mamadou Fall, vous êtes enseignant, chercheur en droit des transports. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et toujours un plaisir de venir à la télévision marocaine, qui est une télévision panafricaine, et vraiment qui défend vraiment tous les intérêts africains. Également, Monsieur Chérou Oumar Gaye, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, l'ANASER. Merci, c'était un plaisir vraiment de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, le plaisir est pour nous. Ça nous a permis effectivement de partager une expérience donc avec nos confrères africains et une expérience mondiale, on va dire. Féliciter aussi donc, notre expert, donc le professeur Fall, avec la pertinence de ses interventions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'est la fin, vous l'avez remarqué. On se retrouve très bientôt sur Medi 1 et portez-vous bien.